Salut à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui booste votre location courte durée et bien plus encore. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment maximiser sa rentabilité avec l'atypique, avec des locations courte durée atypiques. Dans un marché saturé, offrir une expérience unique devient essentiel pour attirer des voyageurs. On va donc explorer pourquoi les biens atypiques séduisent autant et comment ils peuvent vraiment faire exploser votre rentabilité. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner au podcast et à laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous pour nous permettre de toucher un maximum de passionnés d'immobilier. Au passage, n'oubliez pas d'aller visiter notre site le-triplex.com où vous pourrez retrouver tous nos épisodes, tous les bons plans qu'on a pu négocier pour vous, nos ateliers thématiques pour vous améliorer sur des points précis et nos offres d'accompagnement pour optimiser vos investissements ou votre projet de conciergerie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Ducreux, fondateur de Mon Plan Immo, un programme d'accompagnement dédié au logement atypique. L'objectif aujourd'hui est de vous apporter un maximum d'informations sur les avantages de ce type de location courte durée, mais aussi sur les points à bien considérer avant de faire ce choix. Notre invité nous partagera de nombreux conseils. L'objectif, c'est de vous permettre d'optimiser vos investissements. Alors, si vous êtes prêt à découvrir les clés pour faire de vos locations un succès, c'est parti. Alexandre, bonjour. On est accompagné de Samy aujourd'hui. Salut à tout le monde. Salut les gars, merci pour l'invitation sur ce beau podcast. Merci à toi d'être venu, de partager ce sujet qui est hyper intéressant puisqu'on va parler vraiment de l'atypique. Oui. Est-ce qu'avant de commencer à parler de ce sujet, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es? J'ai dit que tu étais le fondateur de Mon Plan Immo, nous dire un peu ce que c'est et puis après on passe directement au sujet avec une définition de ce que c'est un logement atypique. Ouais. Donc du coup, je vais essayer de faire bref pour me présenter assez rapidement. Donc comme tu l'as bien introduit Maxime, donc moi c'est Alexandre Ducreux, j'ai actuellement 27 ans. Donc j'ai commencé à investir dans l'immobilier à l'âge de 19 ans. Donc j'ai lancé mon premier investissement. À la suite de ça, je suis tombé un petit peu dans la marmite de l'investissement immobilier comme j'aime le dire. J'ai embriqué mon frère Anthony qui est aujourd'hui associé avec moi sur ce beau projet de Mon Plan Immo. Donc à nous deux, on a acheté entre guillemets à peu près 30 biens en France à l'étranger. Donc il y a des biens qu'aujourd'hui on a revendus, des biens qu'on a toujours actuellement. Et je dirais que j'ai eu un deuxième déclic avec l'immobilier, ça va être en 2020 où j'ai lancé mon premier logement atypique, donc à Saint-Étienne, la ville dans laquelle je suis originaire avec Anthony. C'est assez paradoxal parce que c'est au même moment où on a lancé Mon Plan Immo aussi avec Anthony, où aujourd'hui on aide et on forme les personnes et on les accompagne à lancer leur projet d'investissement immobilier atypique. Donc je dirais que voilà, on est vraiment des boulimiques de l'immobilier. Ça me rappelle quelqu'un. Pardon? Ça me rappelle quelqu'un. Je te coupe parce que ça me rappelle Samy qui est un petit peu comme ça. Comme j'aime bien le dire, en fait, quand t'achètes un premier bien et que tu vois que ça fonctionne, en général, t'as qu'une envie, c'est de dupliquer. Hein. C'est souvent ça. Donc voilà, pour me présenter un petit peu rapidement, j'étais un élève pas très scolaire, moi de base. J'ai toujours essayé de sortir un petit peu du cadre classique parce que j'étais pas bon à l'école, donc toujours essayé de trouver des solutions. Et je dirais que l'immobilier a vraiment été un peu je dirais vraiment cette cassure entre l'école et le monde du travail où vraiment j'ai réussi à trouver quelque chose qui me plaisait et quelque chose dans lequel j'étais bon. Quoi. Donc s'en est suivi un beau petit parcours d'investissement jusqu'à aujourd'hui en arriver à Mon Plan Immo et de mon côté aujourd'hui c'est nous qui aidons justement des personnes à créer des logements atypiques. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner ta définition du logement atypique? Et puis après, on a préparé toute une liste de questions pour en savoir plus sur cette niche finalement dans la location courte durée. Mais est-ce que tu peux déjà nous définir ce que c'est pour toi un logement atypique? Alors pour moi, un logement atypique, c'est quoi? C'est un logement qui va venir se différencier, soit par sa forme, soit par son architecture qui va être hors norme, soit avec un thème, une originalité dans le thème qui va être choisi à l'intérieur du logement. J'aime bien dire que c'est en général un bien qui va venir se différencier des autres. Clairement, je vous mets au défi. En fait, ce que j'aime bien avec un logement atypique, c'est par exemple si tu mets une annonce sur Airbnb, en général, ton œil va être attiré vers un logement atypique. Pour moi, ça veut dire que là, tu es sur un logement atypique parce qu'il y a différentes façons de se l'approprier. La définition, elle est assez vaste. Mais pour moi, c'est vraiment des logements à expérience, des logements qui vont venir se différencier et par rapport à ça, vont permettre pour le coup
dans un marché, comme tu l'as dit tout à l'heure, assez concurrentiel, de se différencier des autres acteurs. Ça va permettre de louer plus cher, de louer plus souvent, avec des caractéristiques précises de différenciation. Donc du coup, c'est pas forcément une cabane dans les bois ou une yourte. Non, alors j'irais même aller pour segmenter encore plus le sujet. Moi, j'aime bien catégoriser deux parties. La partie atypique, et là-dedans, tu vas englober tout ce qui va être plus bien immeuble, donc un appartement. Donc on va parler des thèmes comme des love rooms, des cinéma rooms, des jungle rooms, des biens thématiques sur des thèmes d'appartement, pas des thèmes d'appartement, pardon, des thèmes sur le cinéma, de reproduire des films. Et tu vas avoir ce qu'on va catégoriser plus d'insolites. Et là, on va rentrer sur de la yourte, sur de la houseboat, sur de la bulle nature, sur de la troglodyte, sur des biens qui vont être plus extraordinaires, mais de par leur architecture, de par leur le projet en lui-même. Voilà, un petit peu comment on catégorise un petit peu les deux avec Anthony. D'accord. Ok. Ouais, donc vraiment deux catégories d'atypiques. Celui qu'on va rendre atypique et celui qui l'est par nature, quoi. Exactement. Même si tu peux avoir des biens immeubles qui peuvent être atypiques, parce que comme c'est le cas, moi j'ai investi dans un bien où il y avait un ancien vide sanitaire, il y avait des marches en béton ciré qu'on a avec de la pierre à l'intérieur, mais voilà, en général, ça va quand même être plus ça. Un bien que tu vas rendre atypique, ou alors un bien insolite. Le vide sanitaire. Non, on a creusé le vide sanitaire. Il y a une chambre dans le vide sanitaire, à 40 cm de hauteur. Enfin, un ancien vide sanitaire qui a été creusé et qui du coup, pour le coup, est assez atypique parce que t'es assez sombre dans l'espace, mais il y a des formes assez sympas du coup sur lesquelles on a pu jouer. Ok. Ça marche. Alors, nous, dans le première partie, nous, on est enfin, je sais pas si Maxime te l'a dit en off, mais on est très, très appartement atypique, où Lauriane et moi, on en a. Lauriane en a 3 maintenant, je crois. Ok. Et moi, en atypique, j'en ai 4. Donc, plutôt thématique, moi. Donc, voilà, on adore. Parce que oui, parce que typiquement, Samy, les logements de Samy, c'est pas le logement en lui-même, c'est pas par son essence, parce que pour la petite histoire, alors un des logements que tu as, le Pac-Man, c'est à la base c'est limite le logement étudiant que tu avais quand tu faisais tes études. C'est dans le même immeuble, c'est le même logement, quoi. Ouais. Et en fait, ce logement Pac-Man, en fait, il est venu un peu par hasard, parce qu'en fait, à la base, c'était pas un logement du tout thématique. J'ai eu un dégât des eaux dans cet appartement. Il était en location courte durée. J'ai eu un dégât des eaux et du coup, il fallait tout refaire. Et je me suis dit, bah pourquoi pas profiter de cette opportunité de refaire des travaux pour faire un appartement plutôt thématique. Et en fait, on a fait cet appartement comme ça. En fait, on s'est lancé comme ça avec ma compagne. Et maintenant, j'ai un Nintendo, j'ai un Lego, j'ai un 4 saisons, on l'appelle. Ok, super. Bah, tu vois, nous, j'ai une histoire à peu près similaire. Avec un bien qui était déjà atypique, mais on a eu un dégât des eaux et on l'a retransformé. On a profité de cette opportunité pour en faire un bien super atypique. Mais du coup, c'est intéressant. Tu pourras me donner ton avis sur les logements atypiques du coup et avec ce que vous en pensez aussi, parce que moi j'aime bien parler avec des propriétaires de logements atypiques, donc intéressant d'avoir votre retour aussi. Oui, on peut peut-être même en parler ici. Moi, les logements atypiques, c'est clairement ce qui me permet de me différencier sur ma zone. Moi, je suis sur un parc d'attractions en fait, et clairement aujourd'hui mes logements atypiques génèrent bien plus de cash flow que les mêmes appartements qui sont dans les mêmes résidences que moi, parce que du coup j'ai des relations avec des propriétaires en fait dans les mêmes résidences. On discute pas mal, on a même des groupes WhatsApp du coup entre nous, et quand je leur dis mes chiffres, mais ils sont ouf, parce qu'en fait eux ils arrivent pas à faire la moitié de ce que moi je fais avec mes logements. Pourtant dans ce que j'apporte, on est sur un thème, donc du coup, j'ai pas été allé, enfin en termes de budget rénovation, on va peut-être en parler Maxime après, mais c'est pas un budget rénovation de plus 100% quoi, pas du tout. Ouais, et puis ils sont hyper sympas tes appartes, mais globalement l'expérience, hormis le Pac-Man où il va y avoir une borne d'arcade. Ouais. Globalement, tu viens dormir. Là, pour le coup, on fera aussi la différence entre certainement les différentes nuances d'atypique. C'est-à-dire que tu peux avoir l'atypique qui va attirer et l'atypique où tu ne viens pas, ton besoin, c'est pas dormir. Et bah, ça me permet d'enchaîner sur ma première question. Le premier thème de cet épisode, c'est pourquoi en fait
selon vous, l'atypique attire autant les voyageurs? Pourquoi en fait c'est plus intéressant aujourd'hui de faire de l'atypique que du classique? Et attention, quand on parle d'atypique, on va sortir, enfin sauf si vous me dites l'inverse, mais toutes les décorations scandinaves, les japandis et tout ce qui est dans l'air du temps, hein. Là-dessus, t'inquiète pas, je vais bien essayer de dissocier justement ce qui est atypique et ce qui ne l'est pas. Pour te donner des premiers éléments pour moi assez révélateurs, premier point, c'est que le marché veut ça. Juste avant le podcast, j'étais avec le fondateur d'Abracadaroom. Tu vois, on discutait là-dessus, donc il y a une plateforme d'hébergement insolite. Aujourd'hui, le marché du voyage est totalement différent que ce qui pouvait l'être il y a différentes années. Voilà. Aujourd'hui, on a des voyageurs qui sont en recherche d'expérience, ils sont à la recherche de voyages plus courts, plus proches de chez eux, avec des vraies thématiques. Donc ça déjà, c'est pourquoi? Parce que déjà, le marché le veut. Les voyageurs sont à la recherche de ce type d'hébergement. Deuxièmement, pourquoi un logement atypique, ça fonctionne plus qu'un logement classique? Parce que ça va permettre un élément de différenciation. Tu l'as bien dit, Samy, pour tes logements, mais moi, j'encourage beaucoup de personnes à faire ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Et dans n'importe quel domaine, hein, que tu fasses de la restauration, de l'immobilier, peu importe ce que tu fais, aujourd'hui, il y a des brasseries qui tournent en restauration et il y a des brasseries qui ne tournent pas. Voilà. Dans l'immobilier et dans la location courte durée, dans l'hôtellerie, c'est la même chose. Tu as des hôtels qui fonctionnent bien et tu en as d'autres qui fonctionnent pas. Qu'est-ce qui fait qu'un hôtel va mieux fonctionner que l'autre? Ça va être bien évidemment tout ce qui va être service, les avis, etc. Mais ça va être, dans un premier point, la visibilité et la démarcation. Aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, quand toi, les gens, par exemple, veulent se loger dans ton secteur, ils vont aller sur Airbnb. Tu parlais de thèmes scandinaves, Maxime, Japandi, etc. On a eu une masse d'investisseurs qui a reproduit les mêmes appartements depuis des années. La mode du LMNP, voilà, la mode du LMNP a fait que tout le monde achetait le même parquet à Leroy Merlin, mettait un mur bleu, un mur rose, un mur vert, suivant ce qu'il avait envie de faire, achetait le même mobilier scandinave pas cher, ce qui fait qu'on a eu des appartements propres, en effet, mais copier-coller. Donc du coup, pour le voyageur, quand il arrive sur Airbnb, en fait, il ne sait pas quel logement prendre parce qu'en fait, tous les logements se ressemblent. Tandis que quand tu arrives avec une offre qui est foncièrement différente des autres, déjà l'œil va être attiré par ça. Et si en plus tu proposes quelque chose d'un petit peu différent, ça va attirer le consommateur. Et si en plus tu réponds à son besoin, en l'occurrence, Samy, tu l'as très bien compris, en étant proche d'un parc d'attractions, tu as une clientèle qui va dans un parc d'attractions, donc c'est pour voir de l'expérience. On va proposer la nuit en amont ou la nuit pendant le séjour pour continuer l'expérience. Et là, tu es sur quelque chose qui fonctionne. Voilà. Exactement. Donc, pour moi, voilà pourquoi aujourd'hui la typique fonctionne, c'est d'avoir la bonne offre par rapport à la clientèle qui est derrière. C'est pour ça moi, en fait. Si tu mets ça en place, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Tu l'as dit, en fait, il faut identifier vraiment sa cible principale, on va dire. Qu'est-ce qu'ils vont dans ton logement, pourquoi ils vont venir dans ton secteur, et en fonction de ça, en fait, le thème ou l'appartement qui va convenir va faire sens, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, moi, je dirais pas que tous les logements atypiques fonctionnent. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font très mal les choses. Et comme dans tout business, si tu fais pas les choses, tu ne fonctionneras pas. Par contre, c'est que j'aime bien le dire, nous, aux personnes qu'on accompagne au quotidien, si tu fais bien les choses, que tu réponds à un vrai besoin et que ton produit correspond à ce que recherchent les gens, il n'y a aucune raison que tu fasses pas des gros taux de remplissage avec des gros revenus derrière. Là-dessus, c'était exactement la problématique qu'on a eu. On a un de nos auditeurs qui nous a contacté pour faire appel à nos services dans le cadre d'un audit de son investissement pour justement définir quel positionnement choisir, quelle thématique il allait prendre par rapport à son secteur et tout. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé quels étaient les points d'intérêt autour de chez lui. En fait, qui était attiré par ces points d'intérêt, qui serait amené à louer son bien, et de se dire ok, donc on peut déjà éliminer la love room, on peut déjà éliminer voilà, parce que au final les centres d'intérêt qu'il y a autour de chez toi, c'est pour les familles. Donc clairement, va falloir faire de l'atypique qui va aller travailler sur cette cible-là. Sinon, c'est pas pertinent et tu vas investir pour rien. Enfin, clairement. Mais c'est déjà cette étude de marché, elle est secondaire par rapport déjà à l'étude de marché de la location courte durée. C'est de se dire, j'étudie quand même mon secteur avant d'investir dans un bien. La location courte durée, ça marche pas non plus partout. Exactement, totalement. Donc là-dessus, très aligné avec vous par rapport à ça. Même s'il y a quand même des contre-exemples où moi j'ai eu le cas de certains locations courte durée classiques qui ne fonctionnaient pas à des endroits.
et de la location courte durée atypique qui pourrait fonctionner. Parce que tu es quand même sur de l'hôtellerie d'expérience, enfin de la location d'expérience, et tu as quand même une clientèle qui est différente. Et tu vas toucher une clientèle qui est beaucoup plus locale. Un exemple rapide, Aurélien, un de nos participants, il a fait une love group justement dans un village de 1500 habitants, et ça marche super bien. Super bien. Pour autant, de la location courte durée classique, je pense que ça marche. Je pense pas que ça marcherait aussi bien qu'une location courte durée atypique. Parce que il touche du local, et en fait, il vient amener finalement une activité, parce en fait, c'est ça qui est génial avec l'atypique, parce que tu es entre de l'hôtellerie, entre de la location d'appartements, entre de l'expérientiel activité. Donc du coup, quand tu embriques tout ça, ça fait un logement atypique et ça permet d'avoir une clientèle nouvelle en fait finalement qu'on n'avait pas aujourd'hui exploité jusque-là dans n'importe quel business. C'est typiquement le cas de Lauriane en fait. C'est Lauriane, elle a un local commercial qu'elle a divisé en 3 logements atypiques et elle est un peu excentrée de Strasbourg. Elle est à 10 minutes en voiture, un truc comme ça, mais elle est pas dans Strasbourg. Donc du coup, pour se différencier par rapport du coup à elle a une concurrence qui est directement à Strasbourg, et en fait, elle a décidé de faire des logements atypiques. Et ce qui est aujourd'hui un pari gagnant parce qu'elle arrive aujourd'hui à louer bien plus. En fait, elle a des appartements en côte sur Strasbourg, dans Strasbourg, et des appartements du coup les siens en dehors de Strasbourg. Et ce qu'elle disait dans le dernier épisode, c'est qu'elle arrive à louer plus cher ses appartements en dehors de Strasbourg que des appartements qui sont dans Strasbourg, parce qu'elle apporte un thème, une expérience supplémentaire. Elle apporte tout ça en plus, quoi. Ça, tu vois, c'est bien que tu parles de rentabilité parce que c'est mon deuxième point que je voulais aborder. Tu vois, ça comme quoi le plan est plutôt bien travaillé. Sur cette notion de rentabilité, Samy, il y avait quelque chose qui m'avait marqué à l'époque où tu avais lancé justement le Pac-Man et surtout le Lego. Non, pardon, le Mario, le Mario Bros. Là. Ce qui m'avait marqué, c'est que tu me disais, oui, il y a une notion de meilleure rentabilité sur les périodes fortes, mais c'est surtout en période creuse où en fait, quand le parc est fermé notamment, en fait, le mien il se démarque quand même, et donc ça me permet de le louer. Et donc mon taux de remplissage, même si je n'ai pas des tarifs à la nuitée supérieurs à mes concurrents, en fait, ce que j'arrive à faire quand même, c'est de maintenir un taux de remplissage quand même largement supérieur. Donc sans augmenter mes prix. Par contre, je maximise les revenus du bien, même en basse saison. Ouais, exactement, c'est ça. J'arrive tu nous diras toi aussi, mais moi j'arrive à avoir un taux d'occupation qui soit assez correct, même en basse saison, parce que comme tu l'as dit, il va se démarquer et les gens vont apprécier aller dans un logement qui est pas forcément très cher par rapport du coup à la concurrence, qui reste dans les mêmes tarifs en fait, mais avec quelque chose en plus, quoi. Moi, pour compléter avec toi, Samy, moi, ce que j'adore avec ce type d'hébergement, alors, il y a une casquette qui est un petit peu parfois, qui peut avoir un inconvénient pour notamment des personnes qui se lancent, c'est que, je sais pas toi, Samy, mais nous, on a beaucoup de réservations de dernière minute, donc soit 3-4 jours à l'avance, soit même le jour même. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas des calendriers de réservation qui sont pleins à l'avance. Donc, parfois, c'est vrai que quand tu es investisseur, ça peut paraître un peu frustrant, ça peut faire un petit peu peur, mais pour autant, nous, en moyenne, on est à 70, 80, 90% suivant les logements de taux de remplissage. Donc ça c'est un fait. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette stratégie, c'est que on va dans des villes, nous personnellement, qui sont non soumis à la saisonnalité, contrairement à si tu investis dans un village au ski, que tu investis en bord de mer, où là pour le coup oui, tu fais des très belles étés, tu fais des très belles saisons pour l'hiver au ski. Par contre, tout le reste de l'année dans les périodes creuses, c'est le chaos, c'est le néant total. Tandis qu'avec de la location atypique dans des villes stratégiques, où t'as pas forcément de bassin touristique, mais par contre, tu as quand même un bassin économique où il y a des petites choses à faire. Là, tu vas louer toute l'année. Et c'est ça que je trouve vraiment super intéressant avec ce modèle. C'est qu'on va avoir des taux de remplissage qui vont être lissés et tu vas pas être dépendant justement de la saisonnalité. C'est ce que je trouve pour le coup hyper intéressant avec ce modèle. Et vous, là, avec ce mode aussi d'exploitation, avec ce choix, ce positionnement-là, on le voit, c'est de plus en plus demandé. Tu as une application hôtelière aujourd'hui qui met ça en avant. Je sais pas si tu connais cette appli, ça s'appelle Staycation. Et l'idée, en fait, c'est de proposer des offres d'hôtels, mais à côté de chez toi. Donc, en gros, ça va. Déjà, c'est que des réservations de dernière minute. Donc, en gros, tu peux pas planifier à plus de 2 semaines. Et ça va te dire, tiens, l'hôtel à côté de chez toi, typiquement, on va pas te proposer l'Ibis. On va te proposer celui. Et en fait, on va te proposer toute une gamme d'expériences en plus. L'idée, voilà, c'est de se dire. Tu ne viens pas que pour dormir. Clairement, tu es un commercial en déplacement. Je suis pas sûr que tu utilises cette application-là. Mais ce que ça montre, ce
que ça démontre, c'est qu'il y a de plus en plus une demande locale des gens qui vont partir à 1 heure de chez eux parce qu'ils ont juste envie de couper leur quotidien, mais ils n'ont pas envie non plus de se taper 3 heures de route. Et en fait, on se rend compte qu'à 1 heure de chez nous, il y a des trucs sympas, et les Airbnb permet ça aussi, hein. C'est-à-dire que grâce aux logements atypiques, on peut tomber sur des choses très intéressantes. Ouais. Mais c'est là où on faisait la nuance en début d'épisode, de se dire, il y a alors l'insolite, ça je le mets encore dans un autre coin, mais il y a celui où tu vas avoir une vraie expérience thématique. Tu parlais des love rooms, des cinéma rooms, des choses comme ça, où là, clairement, tu viens peut-être d'abord pour l'expérience avant de venir pour le côté hébergement. Et après, tu vas avoir la thématique, comme toi, Samy, tu peux faire, qui va être là juste pour avoir un positionnement différent, mais où quand même le besoin primaire, le premier besoin pour lequel on réserve, c'est d'abord l'hébergement et dormir, et se dire, ça, c'est du plus. C'est-à-dire, donc il y a quand même un impact différent. Peut-être, est-ce qu'il y a une notion de budget aussi qui est différente? Exact. Alors, je me permets, hein, Samy, et tu l'as bien dit tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on parle de logement atypique, la crainte, une des craintes, je dirais pas la première, mais une des craintes peut-être d'un investisseur, c'est de se dire, je vais avoir un budget faramineux. Et en fait, pas spécialement, parce que ça dépend déjà de la thématique que tu vas mettre en place. Et aujourd'hui, on va dire que pour un logement atypique, tu as des éléments qui vont être indispensables où il va falloir mettre du budget. Déjà quelque chose d'inhérent à la location courte durée. Pour moi, faut mettre de la bonne literie, donc le budget il doit être mis là-dessus. C'est sûr. Si par exemple tu fais une love room, bien évidemment que le budget balnéo, jacuzzi, spa, hammam, sauna, oui, il doit être mis à cet endroit-là. Par contre, des budgets tels que la cuisine aujourd'hui sont des budgets qui vont être pour moi à réduire, contrairement à une location courte durée classique où tu vas attirer une famille. Voilà, une petite kitchenette dans une love room suffit amplement. Donc en fait, il faut être très malin avec les dépenses, allouer le budget au bon endroit, et par contre savoir le réduire à des endroits qui sont un petit peu moins stratégiques. Donc le budget est pas forcément plus important sur de l'atypique que sur de la location courte durée classique. Je sais pas toi, Samy, mais moi personnellement, je suis complètement d'accord. Pour vous donner un cas très concret d'une rénovation que j'ai faite d'un appartement, donc ma deuxième love room, j'ai acheté 42 000 €, elle m'est revenue à 74 000 €. Voilà. Aujourd'hui, c'est un logement qui génère entre 3 000 et 3 500 € brut par mois. Voilà, en moyenne depuis avril 2022. Donc, ça fait pas 2 mois, 3 mois de recul. On a plus de 2 ans de recul sur cet hébergement. C'est un appartement. Dans tous les cas, si je l'avais rénové, allez, peut-être que j'aurais fini à 70 000, 71 000 €. Mais je pense pas que j'aurais eu un budget bien différent que si je l'avais transformé en un appartement classique exploité en location courte durée ou bien même en longue durée, quoi. Je te rejoins complètement, en fait. Parce que, alors, ce que j'ai pas dit également, c'est que du coup, j'ai une partie chasse immobilière en plus de moi investisseur, et j'accompagne des investisseurs qui veulent également du coup acheter dans ma région et dans ma ville. Et moi, clairement, je les amène vers de l'atypique également. Donc, j'ai par exemple une love room qui va arriver là, même peut-être 2. J'ai un appartement de jingle, j'ai un immeuble du coup qui va se transformer aussi en immeuble thématique. Et en fait, ce que je leur dis, c'est que le budget rénovation, de toute façon, il va être là. Donc, c'est pas forcément plus cher. Par contre, il faudra plus se creuser les méninges et trouver des idées, en fait. C'est ce que je leur dis. Par exemple, pour mon dernier appartement Lego, j'ai acheté une imprimante 3D et j'ai complètement fait mon décor moi-même pour transformer l'appartement. Et aujourd'hui, ça m'a pas coûté plus cher qu'une rénovation classique. Par contre, c'est un appartement en période haute qui me rapporte 5 000 €, alors que j'en ai eu pour 80 000 € avec l'appartement, quoi. Tu vois? Donc, C'est ça. C'est l'avantage, moi je trouve, de l'atypique, c'est si le budget il est alloué au bon endroit. En tout cas, voilà, faut être stratégique, hein, bien évidemment, ça se fait pas en claquant des doigts. Tu peux générer des grosses rentabilités avec des petits budgets. En l'occurrence, je crois que c'était le sujet de la question, Maxime. Moi, en l'occurrence, pour cet appartement, je suis à peu près à 56% de rentabilité sur ce logement. Donc, on parle de rentabilité brute. Ce qui aujourd'hui est impossible sur la location longue durée. Voilà. Et c'est même pour te faire le parallèle, nous on a une villa qu'on a fait construire à Bali, qui est quand même réputée pour avoir des grosses rentabilités. Hein, c'est ce que tu viens chercher quand tu investis à l'étranger. On fait aujourd'hui plus de rentabilité sur un logement atypique en France que ce qu'on peut le faire sur de l'investissement à l'étranger. Donc, c'est pas pour rien que nous aujourd'hui on parle beaucoup de logement atypique. C'est que pour moi, ça reste aujourd'hui la seule solution pour un investisseur français de générer du cash flow en France avec un investissement immobilier. Voilà. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit la hausse des taux, l'augmentation des prix,
Ouais, Voilà, l'augmentation des augmentation. prix, l'augmentation des taux aujourd'hui, on le voit même en location longue durée, arriver à être flat, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Si en plus tu rajoutes la taxe foncière ou les choses comme ça, t'as un effort d'investissement, hein, clairement. En location courte durée, on le voit, c'est de plus en plus difficile. Et c'est toute la thématique de ce podcast. Nous, l'objectif, c'est de participer à la professionnalisation du secteur. Et nous, on pense, c'est notre conviction, hein, que la location courte durée, pour se professionnaliser, c'est aussi de savoir adopter un positionnement, de savoir travailler sa clientèle, de savoir cibler son segment de marché le plus pertinent, et donc du coup d'adopter le positionnement qui va être le plus rémunérateur. Aujourd'hui, on le voit sur la RDNA, le nombre de logements en location courte durée, qui a eu un effet d'aubaine incroyable avec notamment les prix de l'IMO, les taux bas, choses comme ça, et une fiscalité avantageuse. Aujourd'hui, ça se complexifie un peu plus. Moi, je reste persuadé que le marché restera pertinent, restera très rentable, mais uniquement à ceux qui auront la capacité d'aller le chercher. C'est-à-dire que le marché ne sera pas moins rentable, la rentabilité sera juste moins accessible. Ça, c'est ma vision. Ouais, je bois tes paroles, Maxime. Nous, on dit souvent à nos élèves que le marché, en fait, il va toujours être intéressant, mais à ceux qui savent s'adapter et à ceux qui savent être professionnels. Je te donne un exemple très concret de Saint-Etienne, la ville dans laquelle j'ai investi. Le nombre de locations courte durée depuis 2020, quand j'ai lancé mon logement atypique, il a fait que monter. Jusqu'à dépasser, j'ai plus le nombre en tête d'hébergements. Jusqu'à un moment où on est arrivé à une sorte de saturation, où en fait, tu avais certains propriétaires qui finalement pensaient profiter de cette aubaine de la location courte durée et qui se sont finalement confrontés au terrain, qui en face d'eux avaient des vrais professionnels de la location courte durée, où il y avait des vrais beaux logements avec un vrai service, etc. Et là, si tu veux, l'hébergeur qui avait un simple meublé classique, qui se contente de faire 2-3 photos sur Airbnb, en fait, se rend vite compte que les taux de remplissage qu'ils pensaient avoir ne sont pas le cas, parce que derrière, il y a de la concurrence. Et donc, du coup, tous ces Airbnb qui ont poussé, ils sont finalement en train de sortir du marché, parce que finalement, ils se rendent compte que pour 1, 2, 10 euros près, il vaut mieux le mettre en location longue durée, hein, parce que la location courte durée, c'est bien, mais ça peut vite être très chronophage si tu l'automatises pas, et surtout si tu génères pas beaucoup de revenus. Parce que pour moi, faire de la location courte durée, c'est intéressant du moment où tu as des revenus significatifs par rapport à de la location longue durée classique. Donc moi, je suis très aligné avec toi. Le marché tend à se professionnaliser. Il y a plus de place pour les personnes qui font mal le travail. Par contre, pour tous ceux qui font bien le travail, il y a de belles opportunités devant, et je pense qu'il y a un bel avenir pour eux. On le voit par rapport à l'augmentation des exigences des voyageurs. C'est-à-dire, tu prends Airbnb, on va pas minimiser le truc. Il y a 10-15 ans, au lancement d'Airbnb, t'allais dormir chez les gens. Moi, je me rappelle, on prenait pas des Airbnb quand j'étais étudiant, donc je suis pas si vieux que ça. Hein. Voilà. Bon, bref, on va pas parler de mon âge, mais les premiers Airbnb, moi typiquement, j'allais pas dedans parce que fallait ramener ton linge, tu savais pas sur quoi t'allais dormir. Enfin, c'était vraiment, t'allais chez l'habitant, t'avais une chance sur deux de tomber sur juste une chambre et pas le logement entier. Enfin, c'était vraiment beaucoup plus roots. Et t'en as beaucoup qui se sont dit, qui n'ont pas évolué par rapport à ça, qui se sont dit, moi j'ai un meublé que je mets pour un étudiant, je lui ai mis un canapé dégueulasse, il a un frigo, une kitchenette. Bon, en fait, je vais le mettre sur Airbnb parce que c'est super facile. Alors effectivement, il y a eu un effet d'aubaine parce que pendant un temps, ça a marché puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'offres. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et ce qui est particulièrement caractéristique de cette époque où il faut être professionnel, on a eu les JO à Paris avec une explosion de l'offre et on a bien vu que les gens, en fait, en mettant un logement, même si c'était très beau chez eux, ça ne convient pas au marché. Que soit tout le monde est parti du principe que c'était les prix qui étaient délirants. Mais il n'y avait pas que la question du prix, il y a la question aussi de savoir, c'est un métier. Il y a un moment aujourd'hui, ceux qui vont faire ça de manière non professionnelle, c'est-à-dire qui vont pas automatiser les messages, qui vont pas automatiser les ménages, t'arrives, le logement, ça marchera plus. Et en plus, si tu te démarques pas, là c'est fini. Moi j'ai trouvé ça dingue le nombre de personnes qui me disaient, surtout que moi je suis de province, je suis de Saint-Etienne, mais qui me disaient je vais acheter un appartement à Paris, il y a les JO. Et dans ma tête je leur disais mais déjà les JO c'est éphémère, c'est que pendant une période. C'est ça. Et tu sais, après les JO, va falloir louer ton hébergement. Alors ce qui s'est passé, ce qui a été encore pire, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont acheté juste pour ça, qui pendant les JO n'ont pas loué ce qu'ils pensaient louer, qui après se retrouvent avec des appartements achetés sur Paris au prix parisien, hein, donc forcément très cher.
Là où nous, de notre côté, à Saint-Étienne, dans des zones plus ruraux, pour un Parisien, on faisait 90% de taux de remplissage et on générait plus d'argent qu'eux avec un appartement qui nous avait coûté 4 fois moins cher. Donc, j'ai trouvé ça j'étais halluciné un peu des personnes qui me disaient ça. Je leur disais, mais je comprends pas. Non, mais ils se rendent pas compte. C'est clair que. Ouais. Et puis, il faut pas oublier un truc, c'est je prends les petites villes de province. Bon, Saint-Étienne, ça reste une grosse petite ville de province. Oui, quand bien sûr. même. Mais Bon, pour il y un a Lyon Parisien, à côté tu parles de Saint-Étienne, on te dit oulala, c'est la campagne, quoi, tu vois. Mais oui, ça reste une grande ville. Il y a combien d'habitants à Saint-Étienne? Il y a 170 000 habitants. Donc, oui, non, c'est une grande ville. Hein. Voilà. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que il n'y a pas forcément encore l'offre. Il y a une demande de vivre des expériences, mais il n'y a peut-être pas encore l'offre qui va avec. C'est-à-dire aujourd'hui, tu cherches un logement, un hébergement avec un spa ou avec un hammam. Aujourd'hui, les hôtels, ils ont très bien pris le créneau. Ça, les hôtels ont tout de suite compris que ça permettait de remplir, d'avoir une piscine, d'avoir un espace bien-être, spa, pour ceux qui ont pris le créneau. Mais c'est des investissements énormes. Et en fait, il y a peut-être un entre-deux à trouver avec justement comme tu disais, pour les love rooms, des spas, on doit faire un épisode aussi sur un propriétaire qui aménage des caves, des caves. Des caves voûtées du côté de Reims, c'est ça? À Reims ou à Rouen. À Reims, il récupère que des logements avec des caves voûtées et il en fait des spas, des spas privatives, ouais. Et là, alors c'est un énorme budget, hein. Attention, hein. C'est pas du tout la même chose, mais bon, après les tarifs à la nuitée sont en conséquence. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de se démarquer. Et si lui, vraiment, quand on voit les photos, quand on voit son site de réservation, on se dit ouais, non, ok, en fait, j'ai envie d'y aller. Tu réponds juste à un besoin. Hein. Si on parle du premier logement atypique qui a un peu émergé, qui est la Love Room. Pourquoi il y a eu des love rooms? Alors love room, je catégorise parce que tout le monde parle de la love room, on le met dans une case, mais je rentre dans les love rooms, un appartement avec une baignoire balnéo ou un jacuzzi. Tu parlais du créneau des hôtels, ils ont su très bien prendre le créneau du spa, du hammam public, en tout cas réservé à toute la clientèle de l'hôtel, mais pas sur une partie privative. Et aujourd'hui, qu'est-ce que recherche le client? C'est d'avoir son spa et son hammam, mais en privé. Il veut pas partager un bout de spa, un bout de hammam avec la clientèle de l'hôtel, ou alors pouvoir en profiter de 8h à 10h parce qu'il a réservé le créneau à l'hôtel. Lui, il veut, c'est quand à la réception. Voilà, tu as compris. Voilà. Lui, il a envie de profiter de son hébergement en totalité, mais en partie privative. Et d'ailleurs, moi, c'est encore des questions que j'ai aujourd'hui de certains voyageurs qui nous demandent est-ce que le spa il est bien privé, est-ce que le hammam il est bien privé. Donc voilà. Et je pense que c'est ce créneau-là qui n'était pas encore pris, qui a été pris d'assaut par les love rooms, où la clientèle en fait recherchait ce type d'hébergement en privatif. Et après, ça a dérivé sur différentes thématiques. Où aujourd'hui, je ne sais pas si ça faisait partie des questions, mais ça permet aussi d'y répondre. Souvent, on nous dit mais vous n'avez pas peur que ça sature? Donc déjà, il y a différentes thématiques avant que ça sature. Regarde, toi, Samy, tu parlais que tu avais des logements thématiques sur des jeux vidéo. Moi, j'ai des thématiques sur des love rooms. On a une cinéma room, on a une houseboat. Donc déjà, les thématiques, elles sont variées. Elles sont très variées. Voilà. Et encore une fois, pour moi, il y aura que les bons qui resteront et les personnes qui font du moins bon qualitativement, que ce soit au niveau du service, au niveau de la thématique, qui resteront pas. Aujourd'hui, c'est sûr que si tu te contentes de mettre une baignoire balnéo dans un simple appartement. Ah oui. Et tu te mets au même prix. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est que, en fait, pour les love rooms, enfin, les balnéos, déjà, en fonction des villes, il y a des villes où il va y en avoir beaucoup. Mais il y en a, comme la mienne, en fait, pourtant je suis de Poitiers, voilà, tout le monde le sait. Et ben en fait, il y en a très très peu. Et par contre, j'ai accès moi à leurs données via RDNA, mais c'est pas la partie RDNA qu'on a par abonnement, c'est un autre abonnement que j'ai via une autre personne qui recense bien plus de données. Et en fait, j'ai accès à chaque logement et à chaque chiffre d'affaires. Et ces love rooms elles génèrent un chiffre d'affaires de dingue, alors qu'elles sont 3. Il y a que 3 love rooms sur Poitiers. Donc du coup, je sais qu'il y a un marché. Donc là, avec des clients que j'accompagne, on va faire des love rooms parce que je sais que derrière, ils vont avoir, on a trouvé les appartements qu'il leur faut. On va avoir des rentabilités de ouf. Et comme tu l'as dit, il faut pas faire les choses à moitié parce que on voit les gens qui vont mettre une balnéo avec un
un ballon d'eau chaude de 1000 litres en plein milieu de la pièce et en dire c'est une love room. Non, il faut qu'il derrière il y ait quand même une ambiance, qu'il y ait quand même des choses qui soient il faut qu'il soit qualitatif quoi. Enfin, tu viens l'appartement, tu le payes un certain prix, donc t'attends derrière d'avoir de la qualité. Ouais, et puis il y a un truc que je dis souvent au travers des épisodes quand on parle des love rooms, c'est vous lancez pas dans un projet d'expérience si avant même d'arriver dans votre logement, c'est le dawa. Je m'explique. C'est-à-dire que pour accéder à votre appartement, si vous passez par un hall d'immeuble et que le parking c'est dégueulasse, que c'est pas dans une zone particulièrement classe ou chose comme ça, voilà. C'est peut-être pas la peine d'aller sur ce genre de projet. Pourquoi ? Parce que en fait, vous allez vous immerger dans une expérience. Il faut vous mettre à la place du client. Vous arrivez dans une love room, bon, vous venez en couple, machin et tout. Si le hall de l'immeuble c'est une déchetterie, faut se dire que l'expérience elle est déjà gâchée avant, donc il faut quand même aussi bien prendre en compte tout le contexte qu'il y a autour. Alors, je suis d'accord avec toi et pas d'accord. Alors sur le fait sur le fait qu'il faut pas d'insécurité, ça c'est clair et net, ça je suis d'accord. Pour moi, si un voyageur il se sent pas en sécurité dans l'endroit où se trouve le logement, c'est pas bon. Par contre, que le logement, je te donne un exemple, ma première love room, moi, elle est dans un immeuble qui paye vraiment pas de mine, hein, la façade est très vilaine, les communs sont vraiment pas beaux, et j'avais cette croyance aussi, moi, en le lançant, en me disant, mais les communs vont rebuter les gens, ça va casser l'expérience. Et en fait, pas tellement. Alors, attention, hein, ça sent pas la pisse, enfin, voilà, ça reste cohérent, mais c'est vraiment pas beau. Vraiment, l'immeuble paye pas de mine. Mais pour autant, justement, quand ils passent le pas de la porte, ils sont dans ce cocon. Et ils sont un petit peu dans l'univers et ils oublient très rapidement le fait que l'immeuble soit finalement pas très joli. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que ça a beaucoup de sens, parce que dans les recherches aussi, quand tu veux faire un hébergement atypique, c'est pas toujours très bien accueilli dans certaines copropriétés. Et notamment dans de belles copropriétés, notamment tu sais les copropriétés des années 70 où en majorité il y a des personnes âgées qui font la police. Voilà. Et parfois d'aller dans des copropriétés un peu plus ciblées investisseurs, qui vont être, tu vois, sur des copros, moi j'aime bien les appeler les copros avec 3-4 étages, une dizaine de lots. Je trouve que ça s'y prête bien. Ouais. Parce que du coup, les voisins vont être un petit peu plus indulgents quant à ce type de projet. Parce que la copro, elle est bien gérée, mais elle est un petit peu moins regardante que la mamie qui à 8 heures du matin passe le balai devant ta porte, qui, même si tu la déranges pas, de par principe, ça va la déranger que tu fasses de la location courte durée. Tu vois? Donc, je suis d'accord sur certains points, mais je pense que justement ces immeubles-là peuvent être source de bonnes opportunités parfois. Et moi, ça a été le cas, tu vois, sur cette première logo. Je vais pas dire que j'aime avoir tort, hein, mais, j'aime bien quand on me met face à des contradictions. Je te rejoins par rapport à mon Lego aussi. Je suis dans une zone industrielle pour cet appartement-là. Je l'ai acheté en fait parce que déjà en copropriété on peut faire de la location courte durée, c'est un ancien hôtel, donc du coup en fait le règlement de copropriété n'a jamais changé et donc du coup c'est marqué, hein, on peut en faire et tout, c'était trop bien, mais par contre on est situé dans une zone industrielle, donc niveau secteur c'est pas, alors on est très 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 proche du parc, aucun problème, on est à 2 minutes en voiture, mais partie industrielle et donc du coup j'avais peur aussi de faire un appartement thématique dans cette zone-là. Je me suis dit je sais pas trop, je le tente quand même. Voilà, je l'ai tenté et comme tu l'as dit, en fait les gens quand ils passent la porte, alors ils peuvent avoir un a priori avant. Je l'ai eu, hein, ils me l'ont dit, hein, clairement. On est dans une zone industrielle, c'est vrai que c'est un peu bizarre et tout, mais par contre dès qu'on passe la porte, l'appartement ouf et ça les rebute pas du coup. Ils sont hyper contents et derrière les notes suivent, aucun problème avec ça, des 5 sur 5, des 10 sur 10 sur Booking, sans problème quoi. Ouais, bah tu vois, je pense que c'est le même constat qu'on a. C'est le même constat qu'on a. Et pourquoi je te disais ça, Maxime, pas du tout pour être contradictoire. Enfin, non, mais jouer le contradicteur, mais j'ai eu la même croyance que toi. C'est que moi-même, en achetant ce bien, j'étais optimiste mais sans l'être. Et en fait, je me suis rendu compte que, tout simplement, j'avais des croyances parce que moi-même, ça m'aurait dérangé. Et en fait, je me suis rendu compte que la clientèle, finalement, le prenait pas si mal. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu aujourd'hui, à date de 4 ans, des voyageurs qui m'ont dit, voilà, votre copro, ça me dérange. Alors, juste une personne, peut-être une fois, qui était un client Booking, qui pensait que j'étais un hôtel. Donc là, pour le coup, c'est sûr qu'il a été un peu déçu quand il est arrivé. Voilà. Ouais. Mais à part ça, ça a jamais dérangé un client qui s'est vraiment plaint parce qu'il était dans un immeuble
Non, quand moi je te parlais de zone, c'est sûr que si t'es dans une zone, au milieu d'une zone indus, moi je l'ai eu dans ma précédente vie, partir en déplacement, et je me suis retrouvé à un hôtel parce que c'était un hôtel qui était au milieu. Je travaillais pour le groupe SNCF, je me suis retrouvé au milieu de Villeneuve-Saint-Georges avec une rotonde et machin. Je peux te dire que bon, déjà avant d'arriver, tu te dis, je suis au milieu des locomotives, c'est particulier comme hôtel quoi. Ouais. Bon après, quand t'es dans la chambre, t'es dans la chambre. C'est pas trop ça le truc. Que l'expérience à l'intérieur soit bonne, ça c'est je pense que le maximum est fait. Quand je te disais, c'est plus l'environnement de se dire, c'est comme si tu te dis, tiens, je vais aller dans un environnement, un appart super classe, super distingué, élégant. Mais par contre, quand t'arrives, c'est vrai que il y a une petite dissonance quand même avec les communs, les choses comme ça. Ça, moi, c'est si vraiment il y a la dissonance, elle est trop grande pour moi, ça peut être vraiment. Mais tu vois, si tu me dis que vous d'expérience, vous n'avez pas ce cas-là et au contraire vous avez des retours clients qui sont plutôt favorables, je suis ravi de m'être trompé, tu vois. Et puis ça dépend de l'offre que tu proposes aussi. Si tu es sur un produit que tu loues 500 € la nuit, là ça peut commencer à tiquer, je pense. Quand tu es sur des nuits à 100, 150, allez peut-être 200, ça peut aller. Voilà. Mais ça soit toujours une question de clientèle aussi. Quelle est la clientèle que tu vises? Et qu'est-ce que tu vas proposer derrière? Et aussi ce côté-là. C'est comme les mecs qui, je suis navré, mais pour les conciergeries, je vais prendre le cas inverse, qui gèrent des superbes biens, des villas et qui foutent une boîte à clés. Bon, excusez-moi, mais à 1000 balles la nuit, vous pouvez peut-être vous déplacer pour remettre les clés. Voilà, c'est juste un aparté, mais il y a un moment où... mon avis, mais on va pas débattre dessus, mais ouais, je suis assez mitigé aussi. Ah non, mais c'est j'ai eu pas mal de retours quand même là-dessus. Bref, on va passer sur, on va rester sur le thème et pas trop s'égarer. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, je voulais aussi aller sur le côté comment, grâce à, quand on a un logement atypique, qu'on se démarque sur le marché, en fait. Pourquoi n'être que sur Airbnb en gros? C'est-à-dire avant, je peux poser une question que j'ai. Moi, je retravaille ma question parce que je partais dans tous les sens. Moi, j'ai une question, c'est comment tu détermines le prochain thème que tu vas faire, ou même avec tes clients, comment tu détermines le thème? Comment je vois avec eux la thématique qu'ils vont mettre en place? Ouais, toi, voilà. Est-ce que tu as déjà le thème avant l'appartement, ou alors est-ce que tu as l'appartement et après tu réfléchis au thème, et idem avec tes clients, ou alors? Bonne question. Très bonne question. Pour moi, les critères qui vont déterminer ton thème, ça va être la typologie de clients que tu vas vouloir cibler. Est-ce que je vais vouloir cibler des familles, des couples, par rapport aussi au bassin dans lequel je me situe? Quelle est la clientèle que je veux viser, mais quelle est la clientèle présente aussi dans le secteur dans lequel je me trouve? Voilà, donc je pense que c'est l'élément numéro 1. Bien évidemment que l'appartement que tu vas sélectionner va aussi pour moi consolider aussi la thématique que tu vas faire derrière. Exemple, tu parlais tout à l'heure de la personne qui fait des grottes. Qui faisait des caves, qui aménageait des caves. Dans une cave, tu peux faire différents projets. Tu peux faire une pièce de cinéma, par exemple, parce que c'est insonorisé, c'est dans le bas. Tu peux faire tout ce qui est espace de relaxation, spa, hammam, etc. Voilà, parce que ça s'y prête bien. Plus difficile de faire une jungle room, tu vois. Ouais. Néanmoins, tu as un projet, tu trouves une grange à rénover avec une belle hauteur de plafond. Tu vas plus facilement pouvoir faire une jungle room, une game room par exemple avec beaucoup de volume, avec un filet suspendu, etc. Donc je dirais que c'est la clientèle, le bien que je vais trouver qui va permettre pour moi de déterminer la typologie de thématique que je vais mettre en place et aussi l'appétence que tu vas avoir à faire une thématique plutôt qu'une autre. Exemple très concret d'Anthony, qui est mon frère et associé aujourd'hui sur Mon Plan Immo. C'est moi qui me suis lancé dans l'atypique, mais il m'a rejoint lui aussi. C'est lui qui a eu l'idée de la cinéma room qu'on a aujourd'hui. Donc c'est lui qui a eu l'idée du projet de A à Z. Pourquoi il a eu cette idée-là? Parce que lui, il n'était pas du tout consommateur de love room, de luxe. Il se voyait pas du tout client de ce type d'hébergement. Il a essayé vraiment de se mettre clairement dans la peau d'un client. Et aujourd'hui, lui, de quoi il serait consommateur? Il aime bien Netflix, il aime bien les films, etc. Il couplé à ce que recherchent les gens aujourd'hui, parce qu'il faut pas faire un hors-sujet. C'est pas parce que t'aimes Star Wars que si tu vas faire Star Wars, ça va marcher. Mais il s'est dit, ok, il a regardé quelles étaient les cinq activités préférées des Français. Dans ces 5 activités, le cinéma apparaissait. Il s'est rendu compte également que certaines personnes faisaient des cinémas privés chez eux à des gros prix. L'idée de la cinéma room est arrivée. Et aujourd'hui, c'est un logement qui marche très bien. C'est intéressant ce que tu dis parce que
en fait, c'est ça aussi pour moi, c'est qu'il y a une part de kiff aussi dans les projets un peu atypiques. C'est moi, je me dis à chaque fois, ah ouais, ça serait bien que je fasse ça. Alors bien sûr, faut pas qu'il y ait du hors sujet, mais comme tu vas je trouve qu'un projet atypique et thématique et tout, tu l'as plus dans les tripes. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que je le dis. Tu vas plus réfléchir à des choses, à chercher des idées, à aller sur Internet, trouver sur Pinterest le truc qui va différencier. Enfin bref, moi c'est comme ça que je le fais. Et il y a une part de kiff là-dedans. Et si ton seul but, je trouve, c'est de faire de la rentabilité, je sais pas si tu vas faire les choses bien. Il faut vraiment que ton projet tu le portes en toi. Voilà. Ouais, et puis tu vois, je rajouterais un truc, c'est aussi, on l'a vu beaucoup avec les Love Rooms, notamment Samy, on en avait discuté. T'as l'appétence pour le sujet que tu vas mettre en avant, mais il y a aussi, faut pas que toi ça te pose un problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent pas dans les Love Rooms parce que ils y voient plus de freins que d'opportunités. Et ben clairement, faut pas se lancer quand c'est comme ça. Enfin moi c'est mon avis aussi, parce qu'en fait les freins que tu vois aujourd'hui, bah tu vas forcément, ça va être la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que tu vas te créer des problèmes, tu vas t'imaginer des problèmes, tu vas te créer. Donc vaut mieux être à l'aise avec ton sujet. En adéquation avec ton produit. C'est toi le chef, t'es le chef de ton business, t'es le chef d'entreprise. Vends pas un truc avec lequel t'es pas à l'aise. On le fait trop quand on est salarié, j'ai envie de dire. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Des fois, tu vois, nous, on est certaines personnes qui nous disent pourquoi je devrais faire un logement atypique. Je dis déjà, faut que tu y crois. Si c'est pas moi qui vais te convaincre. Moi, je suis déjà convaincu. J'ai 4 logements atypiques, ça marche bien avec mon frère. C'est plus à toi de te dire aujourd'hui, voilà, est-ce que j'y crois à ce mode d'exploitation? Et pour moi, si tu y crois, tu as fait 90% du travail. Ouais, parce qu'il y a un travail supplémentaire, moi je le trouve par rapport à de la LCD classique, c'est de se dire que tu dois aller plus loin dans ton étude de marché. Comme tu disais, il faut aussi regarder les segments qui sont disponibles, quelle cible tu vas avoir, quel positionnement tu vas choisir. Et ce travail-là aussi, tu as un travail aussi de budgétisation qui est plus important. Non pas que tu aies besoin, comme tu le disais, d'un budget plus important, mais tu as besoin de mieux quand même arbitrer et peut-être d'être aussi plus strict dans la gestion de ton budget. Parce que là, tu as un vrai investissement derrière sur ton projet, au-delà même des murs. Voilà, donc ça c'est vraiment, il faut tout prendre en compte et avoir une vraie vision et être à l'aise avec. On avait reçu dans les premiers épisodes du podcast, on avait reçu Mehdi qui fait des appart capsules dans le nord de la France, il me semble. Ouais. Et lui, c'est que du thématique aussi. Belgique et nord de la France. Et c'est alors là, par contre, on n'est pas du tout dans ce que tu disais en termes de budget, parce que c'est ça aussi, faut bien le noter. C'est-à-dire que toi, tu as ta vision du budget. Voilà, on va piloter différemment et on va réallouer. En fait, on va cibler on va faire ça de manière efficace pour ne pas faire exploser le budget et arbitrer là où on va mettre l'argent. Alors, si tu veux, c'est pas que je dis ça, c'est que pour moi, c'est ce qui est bien avec ce modèle des logements atypiques, c'est accessible à tous. Oui. Parce que tu es sur des produits, peu importe d'où tu habites en France, que tu habites à Paris, à Lyon, etc. Tu as des zones géographiquement autour de ces grandes villes qui peuvent être propices à faire un logement atypique avec des petits budgets, à moins de 100 000 euros. Maintenant, ça veut pas dire que tu vas pas pouvoir, dans des grandes villes ou alors avec des budgets supérieurs, faire des logements atypiques qui fonctionnent. Néanmoins, peut-être que c'est le cas de cette personne-là, où le budget va être supérieur. C'était un peu le défaut, entre guillemets, de cet épisode-là, c'était de se dire, ouais, mais pour me lancer dans l'atypique, il faut forcément que j'ai un budget de dingo, parce que, franchement, ce serait à côté de chez moi, moi, je serais déjà client. Mais c'est je lui ai dit, parce que c'est poussé à l'extrême. Mais c'est que Mehdi, il a une vision, en fait, il a aussi une part il a une part de kiff dans ça, et le budget, en fait, c'est pas qu'il s'en fiche, pas du tout, mais c'est que, il a une vision en gros, en fait, si tu veux, il veut monter un truc énorme. Aujourd'hui, il en a combien? 50, 60? Il en avait 50 quand on avait fait l'épisode. Ouais, c'est ça. Et maintenant, une franchise, et donc, du coup, de mettre des gros budgets dans les travaux, ça le dérange pas. Il a pas peur, il y va, et même s'il se casse la gueule sur des appartements, il s'en fiche, il y va. Et que,
que des investisseurs qui en ont 1, 2, 3, ça peut faire peur et donc du coup, Bien sûr. oui, Ouais, c'est ce que je disais, c'est du coup, mais c'est le défaut de l'épisode, quoi, de se dire qu'il fallait absolument un gros budget pour faire de l'atypique, alors que finalement, comme tu le dis, on peut peut-être juste par des arbitrages différents arriver à optimiser les budgets. Exactement. Oui. Après, ça dépend de son business model. Là où il faut faire attention, si tu as des enveloppes travaux qui sont supérieures à la réalité du marché, c'est si un jour tu souhaites revendre. Après, lui, s'il a 50 logements, il a peut-être un business model différent, il a peut-être une valo du business, etc. On sort purement de l'investissement immo. Oui, voilà. Ouais. Ça, là, on passe plus sur bon, à mon sens, c'est plus il a plus une activité d'entertainer là, vraiment. C'est des mini parcs d'attraction en fait. Il a des Luna Park. Ouais, non mais c'est ça. En fait, il a des, comment on pourrait dire, une activité commerciale. C'est limite un hôtel, hein. C'est limite un hôtel. C'est ça en fait. C'est vraiment un hôtel qui est dispatché dans plusieurs villes. D'ailleurs, il a une application web. Il a des codes promo. Enfin bref, c'est. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur la question que je voulais poser tout à l'heure. C'est que quand on investit quand même un peu plus pour, à la fois en argent, en temps, en réflexion, pour créer un logement atypique, quels sont les leviers qui existent pour encore maximiser sa rentabilité? La première chose que j'ai en tête, c'est forcément on se démarque sur Airbnb. Ça, c'est on va remonter, on va être beaucoup plus visible. Mais l'idée quand même, quand on fait tout ça, quand on fait tout ce travail-là, c'est est-ce qu'il y aurait pas aussi un autre moyen d'aller chercher de la rentabilité en dehors des plateformes, parce que tout le travail pour aller capter de la clientèle, finalement, on l'a fait par ce positionnement différenciant. Pourquoi refiler tout en commission, quoi? Bien sûr. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je suis très intéressé en ce moment là-dessus. C'est le gros avantage d'un logement atypique, contrairement à un logement classique, c'est que tu vas pouvoir le marketer. Il va pouvoir avoir une activité, tout va pouvoir être lié au branding. Tu parlais de cette fameuse personne, Mehdi. Lui, clairement, 50 logements, il a fait une application, etc. Il y a un vrai univers, je pense, à travers ça. Ouais. À l'occurrence, quand tu fais un logement atypique, tu vas pouvoir avoir un nom déposé. Tu vas pouvoir avoir une vraie identité de marque. Tu vas pouvoir proposer des concepts différents. C'est des logements qui sont aussi en général très instagrammables. Donc, tu vas pouvoir créer des réseaux sociaux, une page Instagram, une page TikTok, une page Facebook, etc. Donc ça, c'est le premier levier marketing où tu vas pouvoir te différencier des plateformes de réservation, avoir ton propre site internet, faire appel également à des plateformes différentes. Voilà, c'est le cas, nous, de la Houseboat aujourd'hui, où on est sur Abracadaroom, qui est un site qui est totalement décorrélé d'Airbnb et Booking, un site spécialisé dans les logements atypiques. On a aujourd'hui notre propre site internet pour l'ensemble de nos logements. On est en train de mettre en place de la publicité, donc des ads sur Facebook, sur Google, pour toucher une clientèle différente. Donc, tu vois, il y a cette partie-là. Il y a la partie également hyper intéressante des produits additionnels, notamment Gary qui nous a mis en relation à Maxime, des sociétés comme Cozy Up ou autres qui permettent de vendre des produits additionnels, tout en sachant que la clientèle qui va dans les logements atypiques, c'est une clientèle qui vient consommer. Oui. À la différence d'une clientèle qui vient se loger. Et ça Exactement. peut paraître anodin, mais ça fait toute la différence. Aujourd'hui, tu vends ta nuit plus cher, tu remplis plus, et en plus de ça, ton client te rapporte beaucoup plus parce que il va être là pour consommer. On dit souvent que les hôtels font beaucoup d'argent sur les nuits, mais les hôtels font beaucoup d'argent sur tout ce qui est à côté, hein. Tout ce qui va être mini-bar, tout ce qui va être restauration, et heureusement qu'ils ont ça d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec les logements atypiques. Et c'est ce que je trouve génial. Nous, on l'a mis en place. Tu viens, en fait, quand tu fais de l'upsell dans un hébergement basique, standard, on va pas parler de basique, on va mettre standard, t'as pas d'expérience. Alors que quand tu fais de l'upsell dans un logement atypique, tu viens poursuivre l'expérience. Tu viens remettre une pièce dans la machine de l'expérience. Et ça, qui est intéressant. Je voulais revenir avec toi sur ce que tu disais pour mettre en avant ces logements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on paye une commission Airbnb, on paye Airbnb pour nous mettre en avant, pour nous mettre en relation avec un client. Donc, totalement. En soi, on peut être d'accord ou pas avec le niveau de la commission, mais on paye pour ce service. Mais quand on fait de l'atypique, en fait, ce service, c'est pas qu'on pourrait s'en passer. Il faut garder les plateformes comme Airbnb, Booking, qui sont des gros vecteurs de clientèle. Mais on a la possibilité, on a moyen d'aller chercher ces clients, de faire le travail d'Airbnb. Parce que quand on fait du standard, c'est dur. C'est dur de se démarquer, de se dire, de faire parler de soi. Alors que quand on fait de l'atypique, on a une histoire à raconter.
on peut parler de choses et on peut donner envie. Donc c'est pour ça que tu parlais d'Instagram, c'est hyper intéressant parce que c'est là où tu peux parler de ton logement, lui donner du sens, de la profondeur. Si Lauriane était là, elle pourrait nous en parler un peu plus parce que c'est elle qui a créé l'atelier sur le triplex, sur justement l'importance d'Instagram et comment on peut mettre Instagram au service de sa LCD. Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a sur le-triplex.com, on a un atelier gratuit pour vraiment découvrir les fondements d'Instagram pour sa LCD. Vraiment, je vous invite à aller on mettra le lien en description également. Voir. On vous mettra le lien en description. Mais c'est comment on va pouvoir faire le travail d'Airbnb pour attirer les clients et puis conserver la commission pour soi. Et puis après, pour prendre la commission pour soi, quand on fait la promotion de son bien, c'est qu'il faut aussi avoir un canal de vente en direct. Donc il faut aussi mettre en place un site de réservation en direct. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir un site avec une identité forte quand les logements ont une identité forte. C'est pas indispensable. Le bouche à oreille également. Mais du coup, par rapport à tout ça. Bien sûr. Parce que le du coup, les gens qui reviennent. Parce que ça leur a là, plu. tu peux fidéliser beaucoup plus ta clientèle parce que et franchement, c'était un kiff. Je reviendrai l'année prochaine. Ou vous en avez d'autres sur d'autres thèmes. Je veux essayer. Un tips à votre communauté qui peut être intéressant. Nous, on a mis en place des flyers dans chacun de nos hébergements avec un code promo pour s'ils vont dans l'ensemble de nos autres expériences. Et ça, c'est génial parce que ça fidélise ta clientèle et le fait de mettre un code promo, ça te permet de traquer aussi le nombre de personnes qui sont passées grâce à ce flyer. Et ça, c'est pour moi des choses qui sont très difficiles à mettre en place sur de la location en courte durée classique. C'est clair. Et tu peux fidéliser par un moyen détourné, c'est de dire que le client, il est toujours content de filouter le client. Ça, il faut le savoir, hein. C'est moi le premier. Bien économiser. Et il y a un petit code promo, il va le filer à son frère, il va le filer à son pote. Et en fait, c'est de la fidélisation. C'est pas le même client, mais vous avez réussi à toucher quelqu'un d'autre. Et ça, l'air de rien, lui, il a économisé 10%, mais ça vous coûte 20% chez Airbnb pour attirer des clients. Exact. Voilà. Donc, vous faites votre travail marketing. Il y a franchement, il y a plein d'astuces. Le marché, il est naissant. Sur ce sujet-là, autant la location courte durée commence à se stabiliser, il y a besoin de professionnalisation, autant sur le marketing, il y a besoin de professionnalisation aussi, c'est pas ce que je veux dire, mais on peut être hyper innovant. Nous, à chaque fois qu'on a des personnes qu'on accompagne dans le cadre de nos coachings qu'on fait sur le triplex, tout le monde a des idées. Des fois, c'est farfelu, mais ça marche. Des fois, ça marche pas. Bref, en fait, on a un petit côté startup. Tu peux tester énormément de modèles. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tu passes à autre chose. Et t'as plein de choses. Mais pour que ça marche, in fine, au bout du bout, il faut que tu aies ton canal de vente. Donc, un site de réservation en direct. Je recommande plus un site que ce que vont proposer les channel managers, par exemple, avec les moteurs de réservation, parce que le client, il a quand même besoin d'être rassuré, de savoir où il rentre sa carte bleue. Donc, avoir un site propre, rassurant, ergonomique, c'est quand même la base. Faut un truc joli quand même. Aujourd'hui. C'est clair. Ouais. C'est comme les logements aujourd'hui. C'est le site internet, c'est c'est même pas un prolongement, c'est l'avant-goût du logement. Donc si il est pas propre, on va pas vous le réserver, on va pas réserver le logement. On va se dire si c'est dans le même état que le site. Enfin, ça reste inconsciemment, on fait cette projection. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un petit message privé sur WhatsApp ou nous contacter directement via le site. Vous avez tous les ateliers, tout est sur le-triplex.com. On sera ravis de vous répondre si vous avez des questions là-dessus. Et si jamais l'envie vous prend de rejoindre l'espace privé du triplex, n'hésitez pas aussi, si vous y êtes, posez-nous les questions en direct. C'est encore plus facile de nous joindre sur l'espace privé. On va passer dans cette dernière partie puisqu'on a dépassé l'heure d'épisode. C'est intéressant, donc ça va. Et en fait, toi qui as l'habitude, par le fait d'avoir lancé des logements atypiques, Samy, toi aussi, je vous pose la question à tous les deux finalement. Et toi, Alexandre, qui accompagne pas mal de monde aujourd'hui pour se lancer dans la mise en place de logements atypiques, quels seraient les conseils que tu donnerais, les premières étapes à respecter? Première, on en a déjà parlé dans le podcast, je dirais qu'il faut être convaincu. Voilà, si tu lances un projet atypique, il faut pas le faire parce que tu vois une opportunité, il faut que tu y crois à cette opportunité, je dirais la première chose. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais pour moi, c'est quand même un mode d'exploitation qui reste aujourd'hui compliqué.
Donc pour moi, je pense que c'est important de se former, voilà, par rapport à ça, de bien faire les choses, Et je dirais le conseil primordial aussi, c'est au bout d'un moment, faut se lancer. Former, que ce soit sur du contenu gratuit, sur du contenu payant, c'est important, mais dans tous les cas, il faut quand même foncer parce que rien ne vaut le passage à l'action. Des erreurs, il y en aura, que tu sois accompagné ou pas. Rien ne vaut le passage à l'action. Si moi, je pensais en être aujourd'hui, à ce moment-là, lorsque j'ai lancé mon premier appartement à 19 ans, ou bien même quand j'ai lancé ma première Love Room en 2020, avoir le parcours que j'ai pu avoir, modestement, malgré toute l'ambition que j'ai pu avoir depuis très jeune, moi je suis quelqu'un de très ambitieux depuis que je suis jeune, malgré que j'étais pas bon à l'école, j'aurais jamais pensé qu'un petit appartement que j'ai acheté à Saint-Étienne à 19 ans aurait pu m'amener où j'en suis aujourd'hui. Donc vraiment lancez-vous, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et le plus tôt possible si vous le pouvez. Ouais. Et toi, Samy? Déjà, ce que tu as dit, être convaincu, c'est la base. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une personne, un investisseur, pour sa Love Room, qui me dit mais Samy, t'en es sûr du projet? J'ai un doute. Je fais mais attends, déjà. La location courte durée, il comprenait pas trop la location courte durée, parce qu'il fait pas mal de colocations. Il n'avait pas encore de location courte durée. Je lui dis là, il faut que tu sois convaincu, en fait. Si t'es pas convaincu, laisse tomber le projet. C'est la base. C'est de l'entrepreneuriat que je te propose. C'est pas de la location classique. Là, c'est une activité d'entrepreneur, en fait, clairement. En plus, la typique, Love Room, etc. Tu vas avoir du turnover, tu vas avoir, voilà. Donc, être convaincu. Et je rajouterai également autre chose. Il faut avoir un esprit quand même assez créatif. Donc, si t'as pas l'esprit créatif, tu peux te faire accompagner. Il y a aucun souci. Tu peux être très bon gestionnaire et tout et pas avoir d'esprit créatif. Tu te fais accompagner. Parce que l'idée, c'est pas de faire les choses à moitié. Tu te dis pas, je vais faire un appartement à thème, par exemple. Je vais le faire moi-même. Et si t'es comme Maxime et t'as pas d'esprit créatif. Mais je l'ai pris pour moi, hein, tout de suite. Non, mais c'est important. Il faut que tu sois créatif. Parce que du coup tu vas pas aller au fond du truc et du coup ça va pas marcher. Ça va être un bric-broc de cadres ou de trucs. Il y a plein de techniques aujourd'hui. Tu peux imprimer sur du Jettex par exemple qui était un tissu imprimé que tu peux faire imprimer par un imprimeur. T'as du Dibond qui peut être fait. T'as plein de matières différentes et ça tu pourras si tu t'es pas dans le milieu, tu pourras pas le savoir. Donc du coup, fais appel à un architecte d'intérieur, à Mon Plan IMO aussi. Peut-être que tu proposes ce genre d'accompagnement. Voilà, fais-toi accompagner, c'est important. Je te rejoins, Samy, totalement sur le côté créatif. C'est-à-dire que l'atypique, il faut bien avoir fait son étude. Je pense que quelqu'un qui n'a pas l'esprit créatif, mais qui est très analytique, va peut-être pouvoir dénicher le segment le plus intéressant. Exactement. Mais il faut pas hésiter à se faire accompagner. Alors, soit par un pro du secteur, comme tu le disais, une archi d'intérieur. Et encore, archi d'intérieur, faire attention à pas se retrouver à avoir il faut prendre les bons parce que voilà, les archis d'intérieur, pour les projets que j'ai, il y en a, ils savent pas du tout faire en fait. C'est ça. Et plutôt des fois peut-être aller vers comme tu disais, un graphiste qui va pouvoir créer des visuels, savoir à qui s'adresser pour travailler, pour obtenir. Parce que ce que tu dis, Samy, c'est que dans ton logement Lego, dans celui Mario aussi, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur mesure parce que ça n'existe pas dans le commerce. Et c'est ça qui fait la différence aussi. C'est cette capacité d'entreprendre intellectuellement pour avoir les choses qui sont différenciantes. Parce que si c'est pour que ton concurrent il se mette sur un Lego aussi et puis que tu te retrouves avec les mêmes meubles et les mêmes trucs, c'est pas intéressant. Et qui veut dire sur mesure ne veut pas dire un budget qui explose, pas du tout. Hein. J'ai pour ma part identifié des pièces qui allaient marquer les esprits. J'ai fait j'ai trois papiers peints sur mesure que j'ai fait du coup moi-même parce que j'ai la capacité de les faire moi-même, mais j'aurais pu les commander à un graphiste. J'ai 3 pièces qui m'ont coûté par exemple 1000 €, enfin ce que ça m'a coûté, mais par contre c'est ce qu'on voit en premier quoi. C'est et pourtant ces 1000 € là, j'aurais pu les mettre dans 3 Lego, parce que ça coûte cher du Lego, hein, dans 3 Lego qui m'auraient pas apporté grand chose par rapport du coup à ce que ça m'a apporté aujourd'hui maintenant. Alors moi je te rejoins beaucoup Samy là pour compléter. Tu parlais de créativité, moi je suis quelqu'un d'assez créatif et je me projette assez bien et j'arrive assez bien à cerner ce qui fonctionne. Anthony a un profil beaucoup plus cartésien et notamment nous dans notre accompagnement on a une architecte d'intérieur et tu parlais d'architecte d'intérieur qui est justement spécialisée dans les logements atypiques. Voilà, super. Et ça fait tout son sens. Anthony sans Marie, donc du coup pour la nommer, il aurait jamais mis en place cette cinéma room.
parce que il avait l'idée, mais de la concevoir de telle façon à ce que ce soit bien fait, à coût raisonnable et que ça fasse envie au client, c'en est tout autre, tu vois. Et en effet, si la personne est très créative, elle peut se lancer tout seule. Et je pense que quand même la notion de personne spécialisée dans le domaine a son importance. Et justement, pas une simple archi qui veut essayer de faire ça. En général, ça fait pas forcément le taf voulu au final, quoi. Et surtout que cette personne-là va pouvoir optimiser ton budget parce qu'en fait, elle va savoir où mettre l'argent, clairement. Exactement, c'est ça. Exactement. Elle va aller là où, en fait, elle a l'habitude, quoi. Comme vous, vous avez l'habitude enfin voilà. Je veux dire, toi aujourd'hui, tu sais ce que ta clientèle recherche quand elle vient dans ton logement. Voilà, donc tu as réussi à créer l'expérience avec un budget raisonnable parce que tu savais ce qui allait être intéressant pour lui. Voilà, là où certaines personnes vont mettre le budget un peu de partout. Et c'est là où tu peux te retrouver avec des prix qui sont totalement décorrélés du marché par rapport à ce que ça vaut, quoi. C'est ça. C'est là où tu vas déjà estropier ta rentabilité avant même d'avoir commencé à louer, quoi. Et là, tu vas dire non, les logements typiques, non, ça va pas. Et du coup, tu nous disais que tu avais donc tu as des accompagnements bien sûr sur Mon Plan Immo. Ouais. Est-ce que tu as un bon plan, une ressource à partager pour nos auditeurs pour qu'ils puissent à la fois avoir des conseils sur les logements atypiques et puis avoir quelque chose d'intéressant pour eux, pour ceux qui voudraient s'intéresser avant même de se lancer, pour se dire tiens, je vais aller plus loin que l'épisode. Ouais, écoute, s'ils veulent déjà nous suivre sur les réseaux sociaux, on est très actifs, on dévoile énormément de contenu de valeur, que ce soit sur Instagram, donc notre compte c'est Mon Plan Immo, voilà. On a également une chaîne YouTube. On partagera sur tous les liens sont en description. Seront en description et ceux qui nous suivent en voiture, on vous mettra en story les liens. Suivez la page Instagram du Triplex, vous aurez tous les liens, on vous mettra tout ça. Suivez le Triplex et comme ça vous pourrez suivre aussi Mon Plan Immo. Et pour compléter, on a une chaîne YouTube où dessus on peut forcément développer un petit peu plus sur les logements atypiques. On a différents formats, on va à la rencontre d'investisseurs atypiques justement qui ont des projets atypiques. On donne énormément de valeur aussi sur d'autres contenus. Et également dans notre bio Instagram ou sur notre bio YouTube, on a différents contenus. On a un livre numérique gratuit, on a une formation gratuite aussi. On développe beaucoup cette stratégie. Voilà, différentes ressources gratuites qui je pense pourra bien plaire à vos auditeurs et surtout apprendre beaucoup de connaissances sur le marché de l'immobilier et de la courte durée qui est en train vraiment de devenir différent. Et je pense que c'est important en tout cas qu'ils se documentent et qu'ils s'intéressent à ce marché-là de l'immobilier atypique aujourd'hui en 2024 et bientôt pour 2025. Bon. C'est top. Documentez-vous. Le plus important, c'est d'avoir un maximum d'informations. Et comme vous l'avez dit, après, c'est quand on a les infos, c'est de passer à l'action. J'en connais un qui prend beaucoup d'informations et qui passe pas. Et je peux vous dire que les projets, ça met du temps. Sur cette dernière boutade, je voulais vous remercier pour le partage d'informations, le partage d'expériences. Samy, Alexandre, c'était très riche, je trouve, d'informations. C'était très enrichissant. Ah ouais, c'est clair. La thématique, moi qui fais du marketing, j'adore ça parce que dans la LCD, ce côté positionnement, c'était un truc qui était un peu passé à l'as parce que c'était trop facile entre guillemets post-Covid. Et aujourd'hui, maintenant que ça se complexifie un peu, on arrive sur des problématiques que moi j'adore gérer personnellement parce que il faut connaître sa clientèle, il faut l'étudier et puis après il faut s'adapter. Donc peut-être pas la créativité à trouver comment on va mettre en place la thématique, mais par contre je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter cet épisode, vous à y participer. Je vais conclure rapidement en vous remerciant toujours de nous écouter, toujours plus nombreux à nous écouter, merci à tous ceux qui nous ont mis des évaluations positives sur les plateformes, notamment Spotify, Apple Podcast et Deezer. Sur Spotify, si vous avez des questions sur l'épisode, vous pouvez laisser des commentaires. Maintenant, ça c'est un truc assez nouveau. N'hésitez pas. Sur Apple Podcast, laissez-nous vos avis. Samy adore les lire. Ah oui, il y a un autre là, t'as vu? Sérieusement, Samy adore les lire. Jérica, merci Jérica pour ton commentaire sur Apple Podcast. Et voilà, le prochain, on fera un remerciement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Pensez bien à vous abonner à la newsletter, c'est hyper important parce que c'est comme ça que vous êtes au courant tous les mardis de l'épisode qui sort. On a ajouté un petit onglet quand on peut vous négocier un bon plan dans l'épisode. On vous le met directement maintenant. Est-ce qu'on en a un bon plan?
Samy le commercial, ça y est, il est revenu. Alexandre. Ah, un bon plan. Bah écoute, moi j'invite tous ceux à qui sont intéressés par ce qu'on fait et qui veulent creuser un petit peu plus loin que le contenu gratuit, à prendre rendez-vous directement à la fin des contenus gratuits. S'ils le veulent, ils auront la possibilité de prendre rendez-vous avec nous. On aura un petit cadeau sympa pour vous, pour toutes les personnes qui viennent du triplex, à vous annoncer. Et bah écoutez, n'hésitez pas à dire que vous venez du triplex, et comme ça vous aurez quelque chose en plus. Voilà, surprise. Et on vous le mettra, on vous le met maintenant dans les mails d'infos pour vous dire l'épisode du jour, et vous avez juste en dessous du petit résumé qu'on vous fait le bon plan. On essaye toujours de vous avoir quelque chose pour vous aider. Ouais. Dans notre objectif, nous, de participer à la professionnalisation du secteur, voilà, on essaye de vous trouver les meilleurs plans. Et puis, dernière chose, avant de finir cet épisode, on a fait il y a quelque temps un live sur un soir, notre premier live avec Samy sur le triplex, pour parler investissement IMO. C'est un format qui nous a beaucoup plu puisque c'était un live qui était ouvert, donc on a pu discuter, échanger directement avec les participants. Si vous êtes intéressé par ce format, indiquez-le nous, envoyez-nous un petit mail, donc c'est hello@le-triplex.com. Envoyez-nous juste un petit mail pour dire on serait chaud pour faire cet événement, pour participer. On se fait une sorte de radio libre, voilà. Ouais. Et puis on en fera un épisode pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à cette radio libre. On le diffusera après dans les épisodes qui sortent. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-nous un petit mot. On programme ça. Et si vous êtes assez nombreux, bien sûr, on organise cet épisode et on le diffuse ensuite. Nous, on serait ravis de pouvoir échanger en direct pour un exercice un peu nouveau, hein, Samy? C'est clair. Ça lui rappellera ses jeunes années avec le doc sur Alexandre sera le bienvenu, qui pourra venir participer également. Et puis, encore super idée, Samy, c'est de proposer à ceux qui sont à nos invités dans le podcast de venir participer, prendre 5 minutes d'antenne, le premier, on l'a fait avec Julien, tu connais peut-être Imoranta, Imoscan. Et je l'avais croisé au salon de la gestion saisonnière. Et du coup, ça s'est super bien passé. Et puis, on s'est dit, il faut qu'on renouvelle, et d'avoir du coup nos invités qui viennent dans cette radio libre IMO, ça pourrait être top, quoi. Avec plaisir. Moi, en tout cas, je prends toujours plaisir à échanger sur l'IMO. C'est une passion, comme je vous le disais au début. Donc, moi, c'est pas l'impression de travailler. Honnêtement, c'est du plaisir. On échange là ensemble. Donc, avec grand plaisir. Partager toujours plus. On s'organise ça. Faites-nous vos retours. On espère qu'ils seront très nombreux parce que visiblement de notre côté, on est bien chaud pour organiser tout ça. Merci Alexandre pour ta participation. C'était chouette de t'avoir. Merci à vous. J'ai plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée ou une bonne soirée pour ceux qui nous écoutent le soir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. Ciao tout le monde.